route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Robert Rochefort, bonjour. Vous êtes Bonjour, vice-président du MoDem et nous sommes ravis avec Gilles. Bonjour, mon cher Gilles, de vous recevoir ce matin. Les questions ne manquent pas. Vous avez été donc le patron du Crédoc et il y a des questions importantes et même une bagarre droite-gauche sur la situation économique de la France avec le rapport de la Cour des comptes ce matin. Il y a évidemment, on vient d'en parler avec Guillaume Tabar, la guerre à droite, et puis on va commencer par ce qui vous concerne, puisqu'il y a quand même eu un conseil national samedi du MoDem avec un François Bayrou qui a dit qu'il allait prendre du recul. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de prendre sa retraite? Pardonnez-moi d'être violent dès le matin, mais bon. Non, écoutez, on va prendre un peu de temps pour réfléchir, François Bayrou et puis l'ensemble des cadres du MoDem, parce que à la fois, nous considérons que nous avons toujours raison sur l'analyse que nous faisons du pays, on va en parler dans un instant, et en même temps, nous sommes obligés de constater que sur le plan électoral, nous n'avons pas réussi. Donc il faut dans ces cas-là se dire... Mais qui a eu tort? C'est le MoDem ou lui? C'est-à-dire, est-ce que son discours est un discours encore justifié aujourd'hui, puisqu'on va parler d'économie? Et est-ce que finalement c'est la personnalité de François Bayrou qui, à force de ne pas choisir sur le plan politique, non, je vais vous dire, dans cette affaire et ferait mieux de se retirer de la vie politique? Avant de vous dire là où nous avons eu tort, je vais d'abord vous dire là où nous avons eu raison. Nous avons eu raison sur la situation économique du pays, sur les réformes qu'il faut faire et sur l'exigence de dire la vérité aux Français. Là où nous avons eu tort, c'est d'abord que les autres autour de nous, c'est vrai pour le PS et c'est vrai pour l'UMP, n'ont pas dit la vérité aux Français. Et tout l'objectif de la Cour des comptes de ce matin, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle un atterrissage en douceur par rapport à quelque chose qui a été une stratégie du mensonge pendant cette campagne électorale. Et là où nous avons eu probablement tort, mais c'est facile de le dire après coup, c'est que la bipolarisation a été extrêmement prégnante et que par rapport à ça, notre discours d'indépendance est devenu un discours de solitude. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous soyons capables de réformer, comment dire les choses. Ce que nous avons dit samedi, ce que nous avons dit samedi, Je vous préviens que Gilles Leclerc va y revenir. Eh bien, très bien, il y reviendra, je le connais aussi. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous voulons faire maintenant, c'est trouver toujours maintenir cette idée d'indépendance, parce que c'est ce qui fait notre marque de fabrique, mais en même temps dire qu'effectivement cette indépendance doit aller de pair avec la capacité de discuter avec les uns avec les autres, et même, pourquoi pas, d'arriver par moment à faire des accords, donc un jour des Hérault, coopérations. Un jour Fillon ou Copé, vous savez, pour l'instant, c'était plutôt un jour ni Sarkozy, un jour ni Hollande. Alors, si on peut passer du nini qui consiste à nous sortir de la caricature dans laquelle nous serions toujours dans l'opposition, que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, ce ne serait déjà pas si mal. Mon cher Gilles. Alors, aujourd'hui, il y a Jean-Louis Borloo à l'Assemblée qui a constitué un groupe. Est-ce que vous regardez quand même un petit peu de ce côté-là? Comment vous jugez ça? Oui, bien sûr. Parce que vous dites indépendance, mais je remarque que vous n'avez pas parlé du centre, en fait. Est-ce que le centre existe encore et qui l'incarne aujourd'hui? Malheureusement, la façon dont Jean-Louis Borloo a lancé son initiative n'est pas très centriste, puisqu'il a commencé, c'est la première phrase de sa déclaration, en disant « Nous sommes résolument dans la construction de l'opposition au gouvernement Ayrault ». Donc, il y a là toujours une conception d'un centrisme qui est une sorte de variante de la droite pour revenir au pouvoir, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas envie de discuter avec eux. Non, nous avons envie de discuter avec eux, nous avons envie de discuter, puisque maintenant, l'actualité, il n'y a pas d'élection nationale dans les temps qui viennent, mais il y aura des élections locales et des élections européennes dans 2 ans. La question de l'Europe est incontestablement la question politique du moment, donc avec les centristes, mais avec, je ne sais pas très bien, je prends Daniel Cohn-Bendit pour ce qui est de l'Europe, et puis aussi avec... Donc c'est l'auberge espagnole, le Non, MoDem. c'est pas l'auberge espagnole, c'est la discussion. C'est la discussion, parce que Guillaume Durand, vous avez l'air d'avoir envie qu'en ce début d'été, les moutons soient bien gardés et qu'il y ait des chiens de berger autour du troupeau de la droite et autour du troupeau de la gauche. Alors nous ne sommes pas des chiens de berger et nous pensons que les électeurs sont autre chose que des moutons. Nous avons fait une erreur qui est celle de la solitude. Et cette fois-ci, ça recommence. Oui, je vous le dis. Mais non, je vous dis le contraire. Non, je vous dis le contraire. Vous ne pouvez pas changer de... Vous pouvez pas changer de fiancé toutes les 10 minutes. Au fond de vous-même, j'espère que par rapport aux propositions du gouvernement Ayrault, vous aurez cette réflexion de bon sens qui consiste à dire quand ça va, par exemple, le fait de prendre au sérieux, semble-t-il, la question de l'exigence de rétablir l'équilibre des comptes publics. Vous avez vu que Jean-Marc Ayrault semble, et probablement qu'il va le dire demain, semble reprendre la proposition que nous faisions, qui était une proposition que tout le monde considérait comme irréaliste et antisociale, qui est de dire qu'il faut que le budget de l'État soit reconduit à euros
courant, c'est-à-dire sans même intégrer l'inflation dans les dépenses publiques. Quand nous disions cela, nous apparaissions comme des doux irréalistes. C'est ce que dit aujourd'hui le gouvernement socialiste. En revanche, et je le dis à cette antenne parce que je crois que ça a du sens, nous sommes très inquiets du fait que le gouvernement Ayrault et François Hollande également semble être dans une logique aujourd'hui d'incompréhension et d'absence de dialogue avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, avec les patrons, que ce soit ceux du CAC 40 ou que ce soit ceux plus importants encore, les chefs de PME, les artisans. Eh bien, voyez, nous avons des choses à dire à cet égard. Et donc, la rigueur de gauche telle que vous venez d'un peu de la décrire de la part de Jean-Marc Ayrault, elle vous convient? Non, ce qui ne nous convient pas vraiment, je dois vous le dire, c'est d'avoir laissé croire aux Français qu'on pouvait échapper à cette rigueur dite de droite pour maintenant faire une rigueur de gauche qui ressemble un tout petit peu à cela. Finalement, nous ne sommes pas sortis de cette culture française qui consiste en politique à ne pas dire la vérité. Vous savez, dans le débat que nous avons avec les Allemands... Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement l'exprime, cette réalité. Oui, non? mais il y a ce proverbe que l'on dit souvent, on dit que les Allemands ont besoin d'être convaincus et que les Français ont besoin d'être séduits. Alors, il semblerait qu'on les ait séduits en leur disant pas la vérité et qu'une fois de plus, on va maintenant être obligé de tenir d'avoir une pratique qui sera différente avec ce discours. Dont acte, si vous voulez me faire dire qu'un certain nombre de propositions trop dépensières des socialistes ne devant pas être appliquées, nous considérons que c'est plutôt une bonne chose, eh bien je vous dis oui. En revanche, je vous dis que l'enjeu stratégique, c'est de redresser notre pays du point de vue économique, pas simplement du point de vue des comptes publics. Et que pour le redresser, ce pays, il faut relancer la production. Il faut, vous vous rappelez ce que nous avions dit sur le produire en France, c'est une chose. Mais il faut surtout avoir la confiance avec aujourd'hui l'ensemble des salariés, mais l'ensemble des patrons de PME et des artisans. Et là, je lance un peu un cri d'alarme. Toutes les rencontres que je peux faire sont très inquiétantes quant à la façon dont aujourd'hui les patrons de PME, les artisans se sentent totalement, incompris, voire matraqués et ne savent pas à quelle sauce d'ailleurs ils seront mangés. Et là je dis au gouvernement socialiste que s'il ne corrige pas le tir, eh ben, il va avoir des difficultés, il n'arrivera pas à redresser l'économie de notre pays. Vous jugez le sommet de Bruxelles? Écoutez, c'est un pas sur lequel je ne crache pas sur ce pas. Je pense qu'un certain nombre de questions ont été posées. Je pense qu'effectivement, il était vital qu'il y ait tout de même, ce début d'accord significatif et positif. C'est un répit, c'est évidemment. Pour l'instant, c'est un répit, mais qui ouvre une perspective. C'est évidemment, insuffisant. Mais là, permettez-moi de vous dire que je crois indispensable que tous ceux, en particulier les centristes, qui ont été, le parti, la formation politique qui a le plus soutenu l'Europe, reprennent leur bâton de pèlerin pour dire qu'effectivement, et j'assume le mot, de pas vers le fédéralisme, il n'y aura pas d'issue à la crise de l'Europe sans cette logique fédérale. Et j'ai un rêve qui est que mes petits-enfants, mais en tout cas mes petits-enfants, puissent s'épanouir dans quelque chose qui sera dans quelque temps l'équivalent des États-Unis d'Amérique, qui s'appellera les États-Unis d'Europe, un petit peu différent, avec plus de place aux États-nations malgré tout. Mais je crois qu'il faut que nous reprenions en tout cas ce programme politique-là. Est-ce que vous croyez, sur l'alourdissement fiscal prévu cet été à l'automne, il y a deux positions, c'est anti-économique et confiscatoire à droite, c'est juste à gauche, Pierre Moscovici ayant même dit chez nos confrères de TV5 Monde ce week-end que François Fillon et Valérie Pécresse, qui étaient ministres du budget, se sont foutus entre guillemets, du monde, car ils ont dissimulé un certain nombre de dépenses qui n'étaient pas financées, notamment par exemple la prime de Noël du RSA. Donc sur la question économique, qui dit la vérité? Les uns et les autres n'ont pas dit la vérité. Il est exact que le gouvernement précédent a laissé une facture qui n'était pas affichée. Il est exact que Nicolas Sarkozy, dans son programme économique, avait un trou d'une vingtaine de milliards. Il est exact aussi que les socialistes avaient fait la même chose et avaient fait un tour de passe-passe en croyant à une croissance qui ne sera pas au rendez-vous. Maintenant, ce que je vais vous dire, oui, il faut de la justice sociale et oui, le gouvernement précédent avait oublié la justice sociale. En revanche, si les socialistes croient que toutes les solutions aux problèmes résulteront de hausses d'impôts, et en particulier de hausses d'impôts sur les entreprises, ils ont tort. C'est aujourd'hui indispensable, mais ça doit aller de pair avec des économies budgétaires significatives. Alors, Jean-Marc Ayrault va probablement annoncer cela demain. On va voir quelle est la ligne d'équilibre qu'il va trouver, parce que tout le problème est là, quelle est la ligne de cohérence. Il faut, je suis désolé, des prélèvements supplémentaires. Bon, est-ce que en même temps, vis-à-vis des entreprises, il ne faut ne tenir que ce discours-là? Je n'en suis pas convaincu.
Gilles Leclerc. Est-ce que vous pensez vraiment que compte tenu de votre place, est-ce que vous regardez de près ce qui se passe à droite, ce qu'on appelle la guerre des chefs, comment vous avez ressenti la prise de position de François Fillon qui se déclare d'ores et déjà candidat pour diriger l'UMP? Ben vous voyez, je vais vous dire oui, et je vais vous dire que peut-être pour nous, ceci a plus d'importance encore que ce que Jean-Louis Borloo fait avec quelques sous-groupes de sous-tendances, de centristes, comment dire, qui peuvent peut-être compter, mais moins qu'en tout cas, oui, il y a un enjeu. Pour le dire autrement, que ce soit François Fillon ou Alain Juppé ou Jean-François Copé qui gagne la présidence de l'UMP, il est probable que là, il y a un enjeu. Et pour le dire autrement... Un enjeu pour vous? Oui, pour les Français et aussi pour nous. Il est clair que, par exemple, puisque Guillaume Durand me reprochait tout à l'heure que nous ayons envie de discuter avec tout le monde, oui, nous avons envie de discuter avec tout le monde. Il est probable avec lequel des trois vous auriez plus de discuter? Il est probable qu'il sera plus facile de discuter. Il serait plus facile de discuter avec François Fillon qu'avec Jean-François Copé. Parce que c'est le premier qui a dit que la France était en faillite? C'est un peu ça? Oh, oui, mais aussi parce que, comment dire, et quand je lis, y compris les déclarations de Jean-François Copé à l'issue de la candidature que certains considèrent comme surprise, ou en tout cas avancée dans le calendrier de François Fillon ce week-end, oui c'est ça, je trouve, si vous voulez, qu'il y a des mots qui sont peut-être des mots inutiles. J'ai l'impression que la façon dont Jean-François Copé dit qu'il ne veut pas un parti de droite qui soit de l'eau tiède, je me demande comment ceci fait écho ou pas à la polémique que nous avons connue sur M. Buisson, sur la fin de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous voyez bien que la droite est toujours à un aiguillage. Si elle prend une option qui est une option plutôt d'affirmation de valeurs, de démarcation, d'opposition, de radicalisme, nous serons plus éloignés d'elle, c'est incontestable. Est-ce que François Bayrou doit prendre sa retraite? J'insiste. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, d'abord, c'est assez rigolo puisque vous me parlez de François Fillon et si on prend même Alain Juppé, là, l'un est un petit peu plus jeune que François Bayrou, l'autre est un petit peu plus vieux que François Bayrou. Mais vous savez, en politique... Je parle sur le plan politique, après des échecs au présidentiel répétés. Oui, mais enfin bon... Attendez, en plus... Je ne suis pas d'accord avec votre mot d'échec. Évidemment, si on considère que dans une présidentielle, sauf à avoir gagné, on a échoué, vous allez évidemment considérer qu'il ne peut y avoir que des échecs. Mais le score de François Bayrou, évidemment en 2007 et même en 2012, veut dire quelque chose. Pour être franc avec vous, je considère qu'on a plus eu un échec aux législatives. En revanche, les présidentielles ont été significatifs. Faire un petit 10% de l'électorat, croyez-moi, ça veut dire marquer le fait que nous soyons une des 5 formations politiques principales du pays. Et pour le dire autrement, Guillaume Durand, s'il y avait une dose de proportionnelle dans notre pays, comme il y en a en Allemagne, comme il y en a dans les démocraties qui sont les démocraties achevées, eh bien, il y aurait aujourd'hui une trentaine, mais il y aurait aujourd'hui une trentaine de députés du MoDem, pour faire simple. Et vous ne diriez pas à ce moment-là que c'est un échec. Merci beaucoup, Robert Rochefort, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, on se retrouve évidemment demain. Bienvenue à bord de la Politique Sénat pour ce dernier numéro de la saison. La Politique Sénat rembobine l'année du tweet atomique de Valérie Trierweiler au détournement de l'affiche de la France Forte. En passant par la chorégraphie du PS, le club des gazouilleurs se penche aujourd'hui sur le meilleur du pire, le pire du meilleur du web politique. La Politique Sénat, aujourd'hui à 14h30 sur Public Sénat. Que signifie la solidarité? Comment réguler l'activité des banques? Doit-on sortir du nucléaire? Chaque vendredi à 18h20, 2 invités débattent des thèmes qui ont marqué l'actualité et répondent aux questions de Mathieu Aron, Gilles Leclerc et Luc Bronner. Soyez honnête, s'il vous plaît. Tombons d'accord sur le fait qu'on a besoin d'une continuité dans les politiques. On a besoin d'une continuité. Autant je ne partage pas la conclusion que vous avancez. Excusez-moi, mais je veux rétablir quand même parce qu'il y a des erreurs manifestes. Je ne vous ai pas coupé, vous seriez aimable de me laisser m'exprimer. Allez-y. C'est totalement fou, on a Les débats de 2012, avec France Inter, Le Monde et Dailymotion, c'est vendredi à 18h20 sur Public Sénat.